Rubia, morena, ámbar y hasta roja pasión. El color de las cervezas es tan variado como su sabor, que se degusta en los 4 puntos cardinales de Bélgica. C'est houblonné. J'ai cherché à mettre un peu plus de puissance dans le produit grâce aux arômes de houblon. Este país cuenta hoy con más de 400 cervecerías, entre ellas muchas microcervecerías que nacieron en los años 2000, la edad de oro de estas pequeñas fábricas. Sin embargo, desde hace unos años, parece que ni las rubias salen a cuenta. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine et l'inflation et les gens qui commencent à consommer moins et moins cher. Para que esta actividad continúe siendo próspera, a las microcervecerías no les queda más remedio que luchar. Même si la période est compliquée, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc on a envie de le conserver. En el sótano de un edificio en pleno centro de Lieja, este trío de cerveceros instaló su cervecería tradicional. Heureusement que c'est léger, les canettes. ¿Ça va? Puede resultar sorprendente, pero es en este tipo de entornos donde suelen nacer las microcervecerías, establecimientos donde se fabrica la cerveza de forma artesanal y en pequeñas cantidades. Attention, moi je vois rien, hein. Hoy toca la tarea del enlatado, una fase para la que hacen falta estos 3 socios. Cédric Lemaire, Arnaud Youssir y Frédéric Safan siempre están dispuestos a arrimar el hombro y meter las manos en la masa. Savoir où on va avec à droite, là, à droite. Allez, c'est parti. Je vous guide. Ouais, Non, je sais pas. Je l'ai. Ah, c'est bon? Ouais, quasiment. C'est parti. Moi, je vois rien de nouveau. On a la place ici, c'est bon? Ouais, c'est bon, là, vas-y. Voilà. Top. Allez, c'est parti. Allez. Bravo. On vérifie qu'on a tout branché. La bière arrive d'ici. Elle va entrer là-dedans. Ça sort dans les canettes. Ici, c'est fermé. Donc on va remplir Le premier fût. on va remplir le amorcer. premier fût. Un fût pour amorcer la bière. Et puis on remplit les canettes. Donc en fait, c'est qu'on s'est rencontrés dans notre boulot, boulot de project manager. Non, la première chose, c'est qu'on a... On brassait déjà chacun. On voulait déjà faire quelque chose d'autre avant. Et on avait envie un peu de, je pense comme beaucoup de gens, de sortir un peu de ce modèle d'employé devant un ordinateur, un Excel, des emails, et de vouloir produire un peu, enfin d'avoir quelque chose de la matière en main, quoi. Et puis Fred est arrivé lui un peu plus tard. Ouais, moi je suis arrivé vraiment à la création de la brasserie. C'était d'abord leur projet. La primera cerveza llegó en 2021. Desde entonces, este trío ha fabricado 15 clases diferentes de cervezas, 5 de las cuales son fijas. Quand on a commencé à réfléchir le projet, nous ce qu'on voulait c'était brasser nous-mêmes. C'est vraiment se dire, en fait, ce qu'on aime bien, c'est être les mains dedans, savoir qu'il va y avoir des problèmes, savoir que éventuellement la bière peut être ratée à toute étape. C'est un stress, mais ça nous oblige aussi à être très rigoureux, à réfléchir, et puis ça nous challengeait en fait. Là, on a encore un peu trop de pression. Il va falloir serrer les mâchoires ici pour serrer les tuyaux pour moins de pression. On va commencer à tester, voir si ça passe. Ouais. Là, ça mousse un peu trop encore. Bon? Ouais, ça c'est bon. Et puis là, c'est nickel. On voit que ça déborde, on voit qu'on lance la production. Et alors, forcément, c'est des machines qui restent des machines assez artisanales aussi. Hein, donc, même si c'est beaucoup plus technologique, ce que vous avez vu, l'Encano, c'est ce qu'on a de plus technologique de la brasserie, en fait. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est au fur et à mesure de l'apprentissage qu'on commence à savoir comment optimiser. On va toujours avoir des pertes, c'est le propre des brasseries. Je pense qu'aucun brasseur va nous contredire sur le fait qu'on a toujours des volumes de pertes. Los cerveceros suelen recibir ayuda externa y desinteresada, contribuciones indispensables para sacar adelante la producción, hasta el punto de que la cervecería se ha convertido en una cooperativa. C'est du bénévolat, c'est des potes, donc je leur donne des coups de main. J'habite le quartier et ils m'appellent de temps en temps, je suis là pour aider. On continue le... Ouais, ça, donc tu remets l'étiquette de la SBL. On va d'abord terminer la SBL. On termine les chanterelles et puis on fera les nôtres après. Hein.
Il y a cet aspect-là où on fait des partenariats, où on sait faire de la bière, on fait de la bière avec d'autres associations. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que de nouveau, faire de la bière c'est chouette, mais c'est pour partager. Donc ça reste un outil convivial, on va dire. Precisamente para reunir a la gente en torno a la cerveza, el trío ha decidido mudarse a un espacio más grande, donde recibir a los consumidores en un lugar acogedor. Oriane y Olivier de Broeg también comenzaron a fabricar cerveza en su garaje. Fue en 2013, en el centro de Bruselas. En pocos años, la pequeña organización se convirtió en una próspera empresa con 35 empleados que garantizan la producción y el marketing de la cervecería. Préserver le cellier. Salut, salut. Ah, salut Ol. Sorry pour le retard. Pas grave. Je fais un petit check. Ça, je me lève. Ça va? Vous avez fait bonne route? Yes. Et il fait froid, hein. Il fait froid. Como cada semana, Olivier reúne a parte de su equipo para tratar, entre otras cosas, las cuestiones de actualidad que afectan al mundo cervecero. L'idée, c'est peut-être comme d'hab, commencer un petit point actualité. J'imagine que vous avez vu les nouvelles hier de notre copain Trump. Bah oui, même si c'est toujours très incertain, on ne sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé et va manger tout le monde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous impacte pas directement puisqu'on a arrêté le grand export depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Maintenant, je pense quand même qu'indirectement, ça va avoir un impact négatif parce que toutes les brasseries qui exportent beaucoup aux États-Unis, et on sait qu'il y en a qui dépendent partiellement des États-Unis, elles vont avoir une surcapacité de production, vont devoir vendre en Belgique, en France, être d'autant plus agressifs sur les prix. Donc je ne pense pas que ça soit non plus une très bonne nouvelle pour nous, quoi. Voilà, il va falloir être créatif, inventif. Pese a lo complicado del contexto económico, algunas cervecerías se las ingenian para salir adelante. Esta microcervecería bruselense lanza 20 cervezas nuevas cada año, con las que atrae a un público siempre sediento de novedades. Alors le projet, il est né aussi d'une amitié avec Sébastien, que je vous présente ici. Lors d'un échange universitaire au Canada, dans un cours d'entrepreneuriat. Et puis au-delà de la passion pour l'entrepreneuriat, on partageait la volonté de faire un business avec des valeurs, avec un impact positif. Et donc les choses se sont mises assez naturellement et il a gentiment accepté de bouger du Brésil vers Bruxelles, vers la pluie de Bruxelles, pour lancer le projet en 2013. En ese momento, los dos socios, en plena reconversión profesional, irrumpieron en el mundo cervecero bruselense con un estilo de cervezas de etiquetas llamativas, inspiradas en otras culturas, como la IPA, una cerveza inglesa de alta fermentación. Unique. Ouais, tu la reconnaîtrais. D'ailleurs, tu l'as reconnu. Bien sûr. Brussels Beer Project, c'est à la fois un projet d'amitié et puis c'est un projet familial. On a littéralement commencé dans la cave, avec les effluves de bière qui remontaient dans la cuisine. On a fait nos premières expérimentations, on n'a jamais brassé de manière professionnelle là-bas. Et puis au-delà de la petite anecdote du garage, c'est effectivement tous les jours, ça a un impact sur la vie familiale, sur nos 3 enfants, et puis même pour toi, du coup, professionnellement. C'est clair, oui, on entend parler Beer Project tout le temps, on a envie de savoir ce qui se passe, on comprend pas au début tout à fait tout ce que c'est, parce que moi, le monde brassicole, la bière, c'était pas mon milieu. J'étais avocate avant, et puis à un moment, on se rend compte qu'il ramène du travail à la maison de plus en plus. Le soir, je commence un petit peu à l'aider. On s'est dit, en fait, ça n'a pas de sens, maintenant je te rejoins complètement, j'ai envie de faire partie aussi de ce projet. C'est une belle mousse, hein, elle est toute crémeuse comme ça. On dirait quasi un cappuccino, quoi. Ça goûte pas le cappuccino. Y aquí, en pleno centro de Bruselas, Olivier y su socio Sebastián abrieron su primera cervecería profesional. On ne le verra pas à la caméra, mais les effluves de bière sont assez fortes. C'est ici que le lambic va maturer pendant 1, 2 ou 3 ans. Et on est en pleine fermentation. Hay 4 ingredientes imprescindibles en la cerveza belga: agua, azúcar, malta y lúpulo. Y para variar el estilo y el sabor, los maestros cerveceros pueden añadir otros ingredientes, como especias, cereales o frutos. Aunque lo que distingue algunas cervezas es el tipo de fermentación. Le lambic, c'est une bière qui a ceci de particulier que c'est une fermentation spontanée. Donc on ne va pas venir rajouter des levures. Ce sont en fait les levures et les bactéries qui sont dans l'air qui vont venir durant la nuit, quand il fait froid, contaminer ou inoculer le mou, donc les céréales,
pour ensuite fermenter et devenir une bière. Como los demás actores del sector, la cervecería de Olivier ha acusado las sucesivas crisis internacionales. On a toujours eu, je sais pas, une petite étoile où on s'en est toujours plutôt bien sorti, mais c'est pas facile tous les jours. Depuis 2020-2021, il y a eu la crise du Covid. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine. Et donc pour les brasseries, il y a un coût de production beaucoup plus élevé qu'avant, avec l'augmentation des prix des matières premières. Et donc depuis 2010, il y a une explosion du phénomène des microbrasseries. Et tout ça fait que le marché des brasseries, des bars, est très très compliqué aujourd'hui. Pese a esta realidad, la cervecería tiene un buen rendimiento y muchos empleados a tiempo completo, como Sara, que toma las muestras y las lleva a la nueva fábrica, situada a varios kilómetros de aquí. The brew was seriously, the brew was good yesterday. Yeah. All good. You're going to Port-Sud now for to the lab. All good. Bye. See you later. Ciao. Aquí, en este pueblecito de Montigny-sur-Roc, nació la primera microcervecería belga. Corría el año 1979. Hoy, la cerveza Vie de Rocs permanece en el seno familiar de su creador, Jean-Pierre Eloi, gracias a que su hija Nathalie y su marido George tomaron el relevo a principios de la década de 1990. Ah, voilà. Tu vois, j'ai retrouvé quelques reliques. La première bouteille du premier barassin que mon père avait fait. Puis j'ai retrouvé la première étiquette d'Abbaye des Rocs que j'avais dessinée quand j'étais gamine. Quelques photos. Ouais, ça c'était les premières cuves de fermentation. Les sacs de malt. Je ne saurais même pas dire où il les achetait. Peut-être sûrement à une autre brasserie parce que... Mais je pense qu'il les faisait lui-même, le malt. Ah, à un moment, ouais, c'est vrai que je me souviens qu'il avait fait un bac pour faire tremper le malt, pour le faire germer, et puis il torréfiait une partie lui-même, c'est vrai, c'est vrai. Nathalie está muy orgullosa del camino que recorrió su padre al crear esta microcervecería desde cero. Voilà, donc ici on est dans la première salle de brassage qui a existé en Belgique. On faisait 50 litres de bière. Tout ça, ça a été fait des mains de mon papa parce que maintenant, on peut trouver ça dans le commerce facilement. Tandis qu'en 1979, ça n'existait pas puisqu'on ne pouvait pas brasser en petite quantité. Il fallait bien se débrouiller. Donc il avait récupéré des vieilles cuves. C'est des cuves de très très vieilles machines à laver qu'il avait rangées pour en faire une salle de brassage. Par exemple, dans cette cuve-ci, il y a un filtre, ça n'existait pas. Donc il avait trouvé un morceau de cuivre. Et puis il a fait tous les trous du filtre. Je me souviens, j'étais toute petite avec une foreuse. Tous les soirs, il faisait des trous pour faire un filtre. Donc bon, il fallait quand même de la patience. Et puis il fallait aussi connaître le process comme il faut. Et donc voilà, non, c'est quand même une fierté. Hein. Il faut l'exposer. Aquí se fabrica la cerveza durante todo el año, un trabajo a tiempo completo, y más en el caso de Nathalie y su marido, que se pasan media vida en esta microcervecería. Maintenant, on en est à la filtration. On va éclaircir le mou. Et dès que le mou est clair, ouais. Écoute, moi, je vais peser mes houblons du coup. Hein. OK. Ça, c'est le concasseur de brasserie. C'est un concasseur que mon père avait racheté dans une vieille brasserie. Je crois que c'était Brasserie Grand-Mère. Donc, à mon avis, il a déjà au moins 80 ans, je pense, si pas plus. Et en fait, c'est un concasseur de brasserie parce qu'il y a 2 paires de cylindres. C'est important parce que pour broyer le grain, il faut conserver l'enveloppe et broyer l'intérieur pour obtenir une farine. Comme on peut voir ici, on a conservé les pailles qui vont servir pendant la filtration et l'intérieur du grain, c'est devenu de la farine.
C'est le début des opérations. Donc le concassage, c'est toujours une opération qu'on fait la veille du brassage. Parce que quand on concasse quand même minimum 1,2 tonne, donc ça prend quand même un certain temps. Et cette farine, en fait, elle est conduite par la vis sans fin. Elle tombe donc là-dedans. Comme ça, le jour du brassage, la farine va être mélangée à de l'eau de source. Et bon, ça, on y tient. C'est pour cette raison qu'on a toujours brassé ici, parce que bon, on a notre source d'eau. Et la qualité de l'eau, c'est très important pour le brassage. On a notre eau et on y tient, quoi. Et donc, le fait de mélanger la farine à l'eau et de la faire tomber dans la cuve matière, ça s'appelle l'empâtage. Et c'est la première étape du brassage, de la journée de brassage, en fait. La bière, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours été dedans. Petite, mon père qui commençait, mon grand-père qui était déjà dedans. Donc, j'étais immergée dans le monde de la bière depuis tout le temps. Et ben, ouais, même si la période est compliquée, ben, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc, ben, on a envie de le conserver. Mais ouais, ça fait 5 ans qu'on se bat pour essayer de conserver notre activité parce que ça a totalement changé. Avant, on travaillait à l'export, on avait des commandes régulières. Voilà, maintenant, c'est un autre métier, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant, mais bon, voilà, on brasse toujours. Il fut un temps où... Ou quoi, bah ouais, avant, on brassait 3 fois par semaine. Desde su creación, esta microcervecería experimentó un gran crecimiento hasta 2020, cuando la crisis del COVID trastocó todo el mercado. Y a esta le siguió la guerra en Ucrania. La producción se ha desplomado, pasando de 8.000 a 2.000 hectolitres anuales. On n'exporte quasi plus. Maintenant, on est dans une situation qu'on se demande si on va continuer ou pas, parce que bon, il n'y a plus de rentabilité. Il n'y a plus de débouchés énormes. Donc de ce fait-là, ça commence à devenir très dur. Es una situación muy complicada, pero mientras su marido no vislumbra salidas en un futuro próximo, Nathalie no tiene intención de rendirse. C'est mon bébé, c'est ce que j'ai créé. J'ai pas envie de laisser couler. Ouais, c'est moins rentable qu'avant, vous arrêtez, quoi. Mais moi, je vois pas les choses comme ça, donc je me bats. J'essaie de trouver des idées, et voilà. Ahora, el objetivo de Nathalie, como el de otras muchas cervecerías artesanales, es apostar por el consumo local. Volvemos a Lieja para encontrarnos al trío de cerveceras buscando fondos para expandir su microcervecería, pero ya han encontrado ubicación para su futuro proyecto. Hoy se reúnen con el arquitecto Augustin Fortuné para ver cómo van las obras. Voilà, voilà. C'est du beau boulot. Il n'y a plus qu'à. Le projet de hangar, on en est en fait à la phase de préparation des travaux. Il y a une première phase qui a eu lieu, on a arraché la toiture. C'est plus un hangar maintenant, c'est un terrain avec une charpente métallique. Pour pouvoir faire comme prévu, c'est-à-dire l'espace de production dans le fond, l'espace de dégustation un peu à l'avant. Para su futura cervecería, el trío no contempla la cerveza como proyecto principal, sino como motor económico para reunir a las personas. On n'a pas tellement envie de faire une énorme brasserie. On a toujours voulu garder un projet un peu... Les pieds sur terre. Ouais, un peu ancré. Et plutôt que d'utiliser ces 1000 m² pour faire une énorme brasserie, on s'est dit en fait non, on va faire une petite brasserie, mais faire un grand lieu d'accueil, quoi. Donc du coup, on a ce grand lieu, cet énorme espace qui devient un lieu de vie, quoi, avec effectivement une brasserie dedans. On ne fait plus de la bière pour faire de la bière, on fait de la bière comme quelque part pour nourrir le lieu, comme moteur économique de ce lieu d'accueil. Ouais, puis boire de la bière, c'est bien. Ouais, puis on peut la boire en plein, c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est comme bien la bière, ouais. Los 3 cerveceros esperan poder inaugurar el establecimiento en 2026. Otros microcerveceros hacen otras selecciones al principio del proyecto. Consultan a cerveceros más experimentados para evitar, sobre todo, tener que hacer grandes inversiones. Bruno de Gauguin es maestro cervecero desde los años 1990. Además de elaborar su propia cerveza, acompaña las nuevas microcervecerías. Nous, on a un accompagnement à la Binchoise qui est tout à fait différent, puisqu'on s'est doté de capacités de stockage déjà suffisamment importantes pour aider nos clients bière à façon et stocker leurs produits. On s'occupe de la logistique de leurs produits, des expéditions, de la préparation de commandes, mais on s'occupe également de la création des recettes.
en fonction des demandes de l'un et de l'autre, de ce qu'ils aiment. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs brasseries dans une même brasserie. Hoy, Bruno de Gauguin recibe a un cervecero con quien se ha asociado. Es un día importante para Pierre-Yves Jackman, que viene a probar su nueva cerveza. Salut Bruno. Ah, salut. Ça va? Ben, ça va. Ça me fait plaisir de voir le stock là. J'étais en train de faire l'inventaire, pour, comme tu me l'as demandé, pour les expéditions. Donc à la petite redoutable, on a commencé à mettre en carton. La semeur est soutirée, donc ça c'est pour dans une quinzaine de jours, on va dire, quand les étiquettes seront arrivées. Par contre, ce qu'on doit faire, on va goûter la semeur pour valider. Nickel. Avant l'étiquetage. J'ai mis au frais, donc on y va. Je crois que c'est l'heure. Quelle heure? Il est J'avais avant 11h30. Midi moins le quart. Ouais, c'est nickel. Ambos cerveceros trabajan juntos desde 2015, mientras Pierre-Yves lanza su microcervecería. En este tiempo ya han comercializado 3 cervezas. Cette semaine-ci, aujourd'hui même, on va brasser l'IPA. Donc on va refaire une cuve complète d'IPA, il y aura 160 hectos. Nickel. Il a toujours été clair pour moi que je voulais travailler avec une brasserie artisanale existante parce que tout simplement, déjà à l'époque, donc avant l'explosion encore des microbrasseries, il y avait plus de capacité de production que de consommation. Donc moi, on va dire qu'économiquement, il était plus qu'évident que je devais m'associer à quelqu'un, et d'autant plus que en cas de succès, d'avoir une brasserie qui a les capacités de production suffisantes que pour m'accompagner dans ma croissance. Alors évidemment, la dégustation, ça se fait d'abord de manière olfactive. Il faut bien la sentir, la humer pour sentir les arômes. Oui, c'est les deux mêmes. Pour avoir le nez. Comme un vin. Comme un vin, surtout que c'est très houblonné. Ici, ça va vraiment venir compléter la gamme avec une bière vraiment d'apéro, facile à boire. Oui, c'est ça, mais qui reste quand même avec pas mal de caractère. Et la robe, c'est ce que tu voulais. C'est exactement ce que je souhaite, oui. Estamos de vuelta en Bruselas, avanzando por el canal donde en 2020 se construyó la fábrica de Olivier de Brueg. A pesar de su crecimiento, sigue siendo una microcervecería, ya que su producción es entre 100 y 10.000 veces menor que la de los gigantescos cerveceros. Hey, salut Ol, tu vas bien? Super, et toi? Ça se passe au canettage? Super bien, écoute, c'est smooth, 4000 canettes par heure, tout se passe très bien. C'est déjà la dernière palette, là, vous avez bien avancé ce matin, on a bien avancé, ouais. Du coup, ici, on va arriver en bout de processus. On va vérifier le niveau via un infrarouge de remplissage pour être sûr qu'il n'y ait pas de canette surremplie ou surremplie. Et puis, on va avoir une dernière partie de processus assez manuel. On va vraiment prendre les canettes 24 par 24, les mettre dans des cartons. Et puis, ça part ensuite sur la palette et puis direction l'entrepôt. Du petit garage où on faisait les premiers prototypes à la première brasserie de Dansard, où on brassait plus ou moins 1000 litres par jour, à ici, on est arrivé sur une autre échelle. Mais on reste un tout petit acteur par rapport au gros. Et je pense que c'est ce créneau-là qu'on essaie vraiment d'exploiter. En Montigny-sur-Roc pronto abrirá sus puertas un mercado de productores. Nathalie Eloire es la organizadora de esta primera edición, con la que espera atraer a nuevos consumidores. Et point de vue participants? Écoute, sur Facebook, j'ai 240 participants. Maintenant, il faut voir s'ils vont tous venir. C'est toujours la surprise. Hein. Ils sont intéressés, mais bon. Ça a l'air de plaire aux gens, donc on verra. C'est une première. J'espère que ça va marcher. Toutes les conditions sont réunies. On verra. On espère. Je vais ranger un peu ici. En esta primera edición, un total de 8 productores locales se reúnen para unir sus talentos. Bonjour. C'est Katie, la tisanerie. Ah, la tisanerie, ça va, ok. Vous avez le choix, soit l'or. Mais alors, ouais, tu peux te mettre l'or. Et comme ça, on mettra café, tisane, le poulet. Après, je vais avoir aussi des
légumes, des fromages de chèvre, des fromages de brebis, donc... voilà. Bel assortiment. Voilà, donc ouais, tu peux te mettre là. Ah ben voilà. Eh ben, ça, c'est le tourneur sur bois qui arrive. La situation pour les microbrasseurs, c'est difficile de lutter contre de grandes marques et donc faire sa place, je vais dire, au sein de la population même très proche. Eh ben, c'est un combat de tous les jours et je vous dirais que tous les artisans ou tous les producteurs essayent de travailler ensemble pour grandir, entre guillemets, se faire connaître au-delà de notre région. Bon, là, je pense que je vais aller me changer parce que dans 10 minutes, ça commence et là, je suis vraiment dans une tenue pas terrible. Allez, viens, magie. Bon, la boutique, c'est pas mal. Une 5,6. Ouais. Après, maintenant, ouais, les gens, ils sont plus pour des bières pas trop fortes, quoi. Bah oui, avec tous les contrôles et tout. Bien, je te Voilà, dis. donc ça fait 16. S'il te plaît. Merci. On est dans une zone assez rurale, mine de rien. Et donc, entre producteurs, on est solidaires. Et c'est rare, en fait, un nouveau marché. C'est vraiment plein d'opportunités, en fait. Santé. Santé. Ah, coucou. Ça va? Salut. On vient vous soutenir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va? Oui, ça va. Ça te plaît? Ça va? Oui, oui, oui. C'est chouette. En plus, on a de la chance. Hein. On se croirait même pas en Belgique. Hein. Coucou, une table d'habitués. Ça va? Ça va? Coucou, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça vous plaît? Oui, c'est magnifique. Il y a du monde, hein, ça. Oui, il y a du monde, vous avez de la ouais. chance, hein, c'est chouette. Ouais. Merci, merci, merci. Je trouve que les gens sont très contents de découvrir nos bières et des produits locaux. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait vraiment un lieu de partage, de convivialité. Donc c'est vraiment l'ambiance que je voulais. Donc je suis très contente. En Bruselas, los microcerveceros también acogen a sus consumidores, abriendo bares enteramente dedicados a sus cervezas. Olivier de Brueg viene a ver a Alex Tigan, la responsable de los bares de su microcervecería. Et comme on a dit lundi à notre réunion, j'ai imprimé tout ce qui est bière sans alcool. Génial. Maintenant, j'ai juste besoin... Oui, comme ça, elles sont bien mises en avant et elles ont autant d'importance que nos autres bières. Par contre, j'ai juste besoin de ton aide pour les mettre, parce que je suis un peu petite. Et je propose qu'on mette peut-être dans l'ordre des plus vendus. Faut bien juste réexpliquer au staff alors le 0,3, que ça reste sans alcool. C'est pas... Picoello, pas tout à fait aligné. Voilà, parfait. La bière sans alcool, c'est vraiment plus qu'une tendance. C'est plutôt un état d'esprit, j'ai envie de dire. Donc c'est pas pour des gens qui ne peuvent plus boire d'alcool ou qui ne veulent plus boire d'alcool. Donc c'est vraiment plus boire quelque chose de rafraîchissant, qui goûte la bière, parce que ça reste une bière. Ça a le même processus de brassage qu'une bière, juste que ça fermente un tout petit peu et donc on arrive à ce 0,3%. Contrairement à des bières industrielles qui, elles, vont être en fait désalcoolisées. Quand on conduit, la législation veut qu'il faut bien boire de sans alcool, ou sinon la police n'est pas d'accord. Donc voilà. Non, sinon c'est vrai que maintenant elles ont fait beaucoup de progrès, les bières sans alcool ont fait beaucoup de progrès, donc elles sont beaucoup plus agréables à boire qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit un type de comportement assez différent. Donc on a des gens qui ne vont pas du tout boire d'alcool, pas seulement des femmes enceintes, mais aussi des gens qui font une pause ou qui ne veulent plus boire d'alcool, ou aussi des gens qui vont du coup alterner durant la soirée une bière avec alcool, une bière sans alcool, et quelque part prolonger le plaisir d'être entre copains, en amoureux, dans un bar. Moi, ce que j'apprécie en fait dans les boissons sans alcool, et notamment la bière sans alcool, c'est que, en fait, on peut enfin trouver une vraie boisson sympa pour l'apéro, sans être connoté comme un soda ou comme boire de l'eau. On a une vraie boisson, une vraie alternative pour ces moments-là. Et ça, c'est cool.
Ya sea con o sin alcohol, la cerveza sigue teniendo adeptos, tanto en Bélgica como en el resto de Europa. Pese a la incertidumbre del momento, Olivier, Nathalie y el trío de Lieja multiplican sus esfuerzos para garantizar un futuro prometedor a su producción local.